20h30 à Paris, la suite de l'essentiel sur France 24. Dans un instant, on va plus loin avec ce soir Richard Verly, correspondant France-Europe du journal suisse Blick, auteur de Cette Amérique qui nous déteste, qui sort ce mercredi aux éditions Nevikata. En face de vous, Mélina Huette, bonsoir à vous, grand reporter. Bonsoir Anthony. À France 24. Ils s'appelaient Zied, Bouna et Mouhitine. Ces trois adolescents pourchassés il y a 20 ans, jour pour jour, par la police, se réfugieront dans un transformateur EDF. Zied et Bouna mourront, Mouhitine restera grièvement brûlé. Le point de départ de 3 semaines de violence dans les banlieues françaises. Il est venu parler commerce et défense. Donald Trump est au Japon où il poursuit sa tournée asiatique. Il rencontrera mercredi la nouvelle première ministre, Sanae Takeshi. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, au nord de Paris. Bouna Traoré, 15 ans, Zied Benna, 17 ans, mouraient électrocutés dans un transformateur EDF après avoir tenté d'échapper à un contrôle d'identité par la police. S'y réfugie également leur ami, Mouhitine, 17 ans, lui aussi, qui restera gravement brûlé. S'en suivront 21 nuits d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre dans diverses banlieues de France. Mélina Huette, pour billet retour avec Ségolène Malter, vous êtes allée à la rencontre des habitants de Clichy-sous-Bois 20 ans après. On va découvrir un extrait de votre reportage et on en parle ensemble juste après. Naoufal Mohamed, 35 ans, a lui trouvé en 2005 un moteur d'engagement politique. Devant la stèle dédiée à Zied et Bouna, il se souvient de ce soir de Ramadan au quartier. D'une tristesse inouïe. L'incompréhension aussi, parce que, disons les choses, à cette époque-là, personne ne parlait de Clichy-sous-Bois. Moi, je me souviens que ça, pour le coup, c'est la première interpellation. La coupure de courant, c'est genre tout s'éteint. Tout s'éteint, et après, quand tout revient, tout revient avec une scène de chaos. À ce moment-là, de manière inconsciente, tu te dis, bon, ça aurait pu être moi. L'autre phénomène, c'est quoi? C'est que moi, je ne voyais jamais des gens de Clichy à la télé. Là, je vois des jeunes Clichois sur des plateaux, en train de tenir tête à des ministres, mais pas de manière arrogante, mais de manière pertinente. Au lendemain de la révolte, le collectif Assez le feu veut canaliser la colère. Ces médiateurs de quartier sillonnent l'Hexagone à la rencontre des Français de la périphérie et recueillent leurs doléances. Le peuple, il est là, le peuple, il a des choses à dire. Par exemple, des pratiques policières, taux de répression vis-à-vis des jeunes. C'est le peuple qui l'écrit, c'est pas nous, c'est pas des statistiques inventées. C'est les gens qui l'écrivent, c'est la réalité. Un élan sans précédent. 20 ans plus tard, à la Maison des Jeunes, ce sont toujours eux qui mobilisent. Et les thèmes n'ont pas tellement changé. La question, c'est simple, c'est faut-il désarmer la police? Vous avez 5 minutes pour débattre et échanger de place, et dans 5 minutes, on revient et vous donnez vos arguments pour et contre. La police, c'est quand même un organe important du gouvernement, et le fait d'être armé, juste dans l'imaginaire collectif, je trouve que c'est un élément très important et qui apporte du poids et de la crédibilité. Ah, tu penses qu'ils en ont pas assez, là, actuellement? Moi, je réponds juste sur ça. Moi, je rebondis sur ça. Je trouve que justement, la police a assez de pouvoir justement sur les individus. Il y a beaucoup de violences policières qui sont causées sans aucune raison. L'individu qui s'est fait taser à Montfermeil, plusieurs coups de taser reçus pour aucune raison, il était dans son commerce en train de vendre. C'est bon, tout le monde a pu se connecter? Allez, quiz. Le président de l'Assemblée est. Là, vous avez plusieurs réponses. Développer le sens critique, instruire sur les institutions. Les projets d'Assez le feu veulent transmettre l'héritage d'une lutte sociale qui s'estompe pour la nouvelle génération. Une lutte sociale qui s'estompe, entend-on dans ce reportage. Est-ce que 20 ans après les émeutes, vous l'avez ressenti, vous, sur place, au contact des personnes, des habitants que vous avez rencontrés, Mélina? Alors déjà, la voix que vous avez entendue, c'est celle de Ségolène Malter, qui travaille pour Pas de quartier, cette émission qui, sur France 24, depuis plus de 10 ans maintenant, décrypte justement les banlieues. Donc je les co-réalise avec elle, c'est important de le dire, parce qu'elle connaît aussi tous ces gens depuis 10 ans maintenant. Et donc on a rencontré la relève d'Assez le feu. Donc Assez le feu, c'est ce collectif, ce mouvement citoyen qui est apolitique
et qui s'était constitué au lendemain justement des révoltes pour notamment récolter des doléances. Ils avaient pris un camion, un bus, ils avaient recueilli des doléances des jeunes et des moins jeunes un peu partout en France sur des thèmes centraux comme par exemple la précarité, le chômage, les liens police-population. Et vous avez vu dans le reportage, ils disent même les pratiques policières. Ils ne parlaient pas de violence policière à l'époque. Et c'est vrai que nous, quand on voit la relève d'Assez-le-Feu, certains n'étaient pas nés il y a 20 ans, tout simplement. Donc quand on leur parle de 2005, ils disent oui, ça nous parle, mais en fait, ils n'ont pas tous le même niveau de connaissance. Après, ça a pu ressurgir, ça, avec la mort de Naël Merzouk. C'était un jeune de 17 ans, on en reparlera, mais il faut rappeler quand même qui c'était. En 2023, il a été tué lors d'un refus de contrôle de routier, et il a été tué à bout portant, et ça a pu ressurgir à ce moment-là. Et quand vous dites lutte sociale, elle ne s'est pas estompée pour autant, c'est juste qu'elle a pris des formes un petit peu différentes, elle se manifeste différemment, au travers, par exemple, de médias jeunes et citoyens, comme l'Étincelle qu'on a rencontré, où ce sont des jeunes qui ont dit j'en ai marre en fait que les journalistes comme moi parlent des banlieues alors qu'ils n'y vivent pas, ils n'y connaissent pas, donc on va parler aux banlieues. Et puis progressivement ils sont sortis de leur banlieue, ils sont sortis à Paris puis en France, et maintenant là on les a rencontrés, ils revenaient d'Istanbul pour porter cette vision aussi des choses. Maintenant, vous avez raison de parler de lutte sociale. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle d'émeute aujourd'hui, et les mots ont un sens, un émeutier, c'est quelqu'un qui n'a pas de revendication politique. C'est quelqu'un qui vient casser pour casser. Alors que quelqu'un qui se révolte, c'est quelqu'un qui porte un discours politique ou qui a des revendications politiques. Et souvent, les plus vieux, c'est-à-dire ceux qui avaient l'âge de Ziad Ebouna ou 18 ans à l'époque, ils disent aux jeunes d'aujourd'hui, parce qu'eux-mêmes parlent d'émeutes, ils disent « mais attendez, on n'était pas des émeutiers, on était des révoltés ». Et c'est peut-être la différence entre ces générations-là, parce que quand on parle de la mort de Naël, il y avait eu beaucoup de casse, il y avait aussi une partie de la génération qui était sortie pour en découdre et qui n'avait pas forcément de revendications derrière. Mais la jeunesse qui a un projet politique, elle existe toujours à Clichy-sous-Bois, elle existe toujours dans les banlieues. C'est juste qu'elle s'exprime dans la politique, dans l'urbanisme, où on rencontre une architecte, notamment dans le reportage qu'on a fait, par le maillage d'associations qui sont au nombre de plusieurs centaines. Donc ça existe, ou par l'art par exemple, ça existe dans le 93, juste ça se manifeste différemment, cette lutte sociale. On se souvient aussi, Richard, à l'époque, l'électrochoc que ça avait suscité, certes en France, mais aussi à l'étranger. Mais évidemment. Ces violences de 2005. Évidemment, et particulièrement. Alors, nous, on s'en souvient très bien en Suisse, parce que vous savez que c'est une équipe suisse qui avait lancé le Bondy Blog à la suite de ces émeutes, et qui avait eu cette idée de venir s'installer à Bondy, dans les quartiers, et d'y rester et de raconter le quotidien de cette population, pas seulement des jeunes et des moins jeunes. Et d'ailleurs, l'aventure du Bondy Blog continue depuis. Toujours, Elle n'a plus rien de suisse, les Suisses ont décroché, mais au début, c'est vraiment l'idée de mon confrère Serge Michel, notamment, qui avait eu cette bonne idée. Je crois que moi, je me souviens, parce que j'étais basé à Bruxelles à l'époque et j'étais venu en renfort de notre correspondant à Paris, c'était vraiment un séisme. C'était un séisme quand même bien supérieur en termes d'intensité à ce qui s'est passé après la mort de Naël, que j'ai aussi suivi comme correspondant à Paris. Parce que d'abord, il y avait la durée. Il y avait 20 jours, absolument. L'état d'urgence. Plus important. Il y a eu l'état d'urgence. Et puis on a vraiment eu, c'était l'époque, vous vous en souvenez, où Jacques Chirac était quand même, disons, affaibli, où on se demandait s'il y avait quand même quelqu'un à la tête du navire. C'est Dominique de Villepin qui ensuite a pris le manche, si je puis dire, en proclamant l'état d'urgence. Donc il y avait aussi cette interrogation politique. Et puis fondamentalement, une autre différence que je vois, c'est qu'il y avait effectivement, c'est très bien expliqué, alors j'ai pas vu le documentaire, mais je vous ai entendu, il y avait des revendications politiques. Alors, cela dit, il y avait aussi des quartiers où il se passait des choses, personne ne comprenait. C'est-à-dire des jeunes descendaient, cassaient tout, j'en ai vu dans la banlieue parisienne, donc tout n'était pas politique, mais il y avait quand même, c'est vrai, un cœur de revendications politiques qu'on a moins vu après la mort de Naël à Nanterre. On voit aussi dans votre reportage, Mélina, que Clichy-sous-Bois a changé de visage. Ça, c'est ce qu'on voit tout au long du reportage. Et pourtant, on voit aussi qu'il y a les mêmes doléances qu'il y a 20 ans. Oui, et c'est pour ça qu'on va peut-être raccrocher aussi avec la mort de Naël tout à l'heure, mais il y a une reconstruction urbaine, immobilière, architecturale qui aide. Mais c'est aussi une reconstruction sociale qu'il faut. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'Aminata Koulibaly, qui est interrogée par Ségolène. Il y a un podcast que vous pouvez retrouver aussi sur France 24 qui va un peu plus loin que notre reportage. Pendant 1 heure, elle interviewe, elle s'entretient avec des Clichois qui sont de tous les milieux. Vous pourrez peut-être voir sur vos écrans le nom du podcast. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, en fait, c'est pas suffisant, il faut une reconstruction sociale.
sociale, c'est-à-dire qu'elle parle de morosité globale des jeunes envers les institutions, quelles qu'elles soient, mais qui n'est pas, voilà, vous le voyez sur vos écrans, mais cette morosité, elle s'est aggravée avec une sorte d'horizon des possibles qui s'éteint parfois, a fortiori quand cet horizon il est terni, couplé à des discriminations, et ça c'est toujours le cas malheureusement, parce que quand on parle souvent de contrôle de police, quand il y a des violences policières, il faut savoir qu'en France, les jeunes hommes qui sont perçus comme noirs ou arabes, ils ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés. D'après une enquête de 2017, c'est quand même assez récent, qui s'appelait Relations police-population. Le cas des contrôles d'identité, c'était le défenseur des droits qui l'avait mené à l'époque. Mais surtout, encore cette année, juin de cette année, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour la première fois pour des contrôles d'identité jugés discriminatoires. Donc finalement, il va falloir faire une différence entre la cité telle qu'elle se construit, telle qu'elle se reconstruit, parfois qu'elle se construit tout court, parce qu'il y a eu tellement d'années de retard qui ont été pris aussi au niveau des infrastructures, et puis des individus qui restent toujours un peu à la marge, et on aura l'occasion tout à l'heure de parler peut-être du développement économique, qui va prendre le temps, mais qui va permettre aussi peut-être de désenclaver un petit peu les banlieues. Mais justement, sur ce lien de la police, on voit aussi dans votre reportage que ce lien, il se recrée progressivement, peut-être difficilement, mais progressivement avec la population, avec les jeunes en particulier. Oui, alors c'est pareil, on a rencontré deux jeunes qui sont des nouveaux jeunes d'Assez le Feu, c'est Ismaël et Omar, et en fait quand on les interroge, ils disent nous, comme on ne crée pas de problème, qu'on ne fait pas de bêtises, on n'a aucun problème avec la police parce que ils viennent nous parler, on discute et puis voilà, rien ne se passe. On leur dit mais du coup il y a un lien de confiance qui s'est restauré. Et ils disent non, pas pour autant quand même. Enfin, il y a toujours une méfiance réciproque. Et c'est parce que aussi cette police de proximité, elle a disparu en 2003, c'est-à-dire 2 ans avant les révoltes, 2 ans avant la mort de Ziad Ebouna. Et cette police de proximité, donc ça a été interrompu par Nicolas Sarkozy, qui avait dit, il avait caricaturé en disant vous n'êtes pas des travailleurs sociaux, on vous paye pas pour jouer au foot en gros avec les gamins de banlieue. Sauf que cette police de proximité, elle avait une fonction sociale. Elle avait une fonction sociale et ça a recréé de la défiance derrière, ça a recréé de la méfiance. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a un commissariat qui est sorti de terre en 2012. C'était les Clichois l'appelaient de leur vœu, c'est-à-dire une ville de 30 000 habitants où il n'y avait pas de commissariat. Évidemment qu'ils disaient mais nous on veut un commissariat, nous aussi on veut de la sécurité, c'est pas qu'on veut pas des policiers chez nous. Quand il est sorti de terre en 2012, le truc, il faut le regarder, vous tapez Clichy-Montfermeil commissariat, vue aérienne, c'est un bunker. Donc il y a aussi un message à faire passer, on veut recréer de la confiance et puis derrière, les signaux envoyés sont pas toujours les bons, quoi. Sur ce lien cassé entre la police et la jeunesse notamment, comment tenter de restaurer cette confiance, Richard ? D'abord, il faut dire que ce n'est pas un problème spécifiquement français. Il faut quand même le reconnaître. C'est un problème qui se pose à l'ensemble des pays européens, je ne parle même pas des États-Unis, où vous avez maintenant une population, une jeunesse, là aussi, il faut le dire, qui a souvent maille à partir avec le trafic de drogue. Et donc, les choses se sont considérablement envenimées. Et ce n'est pas spécifique à la France. Je crois qu'il y a 2 éléments, moi, que je retiens. Le premier, c'est qu'effectivement, cette police de proximité, mais alors comment la recréer maintenant alors que la situation s'est aggravée, en quelque sorte, et qu'elle est pire que ce qu'elle était. Et puis la deuxième chose, le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même un niveau de violence dans la société, en général, pas seulement dans les banlieues, pas seulement à Clichy-sous-Bois, qui lui aussi s'est accru. Donc malheureusement... alimenté aussi par les réseaux sociaux. Absolument. Il n'y avait pas il y a 20 ans, par exemple. Et quand je parle de violence... Les violences avec agression ont baissé quand même ces dernières années. Oui, mais le sentiment de violence en général, il a quand même augmenté dans le discours, etc. Donc ça devient extrêmement difficile. Moi, je suis assez frappé. On verra ce que ça donne, mais j'ai remarqué que tout au long de sa carrière, ou en tout cas de ce que j'en connais, l'actuel ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a toujours fait preuve d'une prudence et il a une parole plutôt apaisante. Il vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, donc bien évidemment, il n'a aucun bilan, ça date de quelques jours. Mais je trouve que, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'à chaque fois que des ministres de l'Intérieur, et Nicolas Sarkozy en faisait partie, donnent des coups de menton, ou je ne sais pas, des coups de pied, ou bref, lorsqu'il parle fort et qu'il provoque aussi, ça n'a jamais contribué à améliorer la situation. Il avait notamment dit on va les nettoyer au Karcher. On vous en débarrasse de cette ça plaît à une partie de l'électorat qui est en demande, peut-être d'ailleurs que ça plaît aussi à des gens de Clichy-sous-Bois pour citer cette commune, mais la réalité c'est que c'est inefficace. Donc il faut une action de longue durée. Après, on connaît tous le problème. En matière de sécurité, comme dans beaucoup d'autres domaines aujourd'hui, il faut avoir des résultats immédiats.
Et les résultats immédiats, malheureusement, sur ce terrain-là, ils sont juste impossibles. Vous avez évoqué, Mélina, ces investissements économiques qui ont été faits. Le tramway, par exemple, on le voit aussi dans le reportage, il est arrivé. C'est aussi une manière de désenclaver un petit peu la ville. Parce que Clichy-sous-Bois, on le rappelle, c'est au nord de Paris. Et pour autant, ça n'a pas permis à la ville de prospérer réellement. Comment ça s'explique tout ça? Non, alors il y a eu énormément d'investissements, c'est vrai, après 2005. Mais déjà, il faut revenir un peu en arrière. Il y avait un projet d'autoroute dès les années 50 qui a été complètement abandonné dans les années 80, qui aurait permis de désenclaver cette ville qui, effectivement, il faut le dire pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, est quand même très près de Paris à vol d'oiseau. Mais si on prend les transports en commun, c'est 1h30, voire 2 heures pour aller à Paris. Or, il y a 2 grands bassins d'emploi. C'est Paris d'un côté, l'aéroport Charles de Gaulle de l'autre. Et cette autoroute aurait permis de désenclaver Clichy, au moins sur le volet du chômage. C'est important, en fait, aussi de parler du taux de chômage qui est très élevé à Clichy, qui est bien au-dessus de la moyenne nationale. Et donc, ce projet a été abandonné. Le tramway ne permet toujours pas de désenclaver parce que c'est le métro qu'ils attendent, qui va arriver d'ici à 3-4 ans si jamais les délais sont tenus, et on sait toujours que c'est un peu compliqué. Là, ça permettrait de relier le nord de Paris en 20 minutes. Donc il y a ça, et puis il faut se dire qu'on ne part pas du même point de départ pour Clichy que pour le reste des villes de France, et notamment des campagnes, même la ruralité, c'est pareil en France, il n'y a pas que les banlieues. Donc, évidemment que ça met beaucoup de temps. Par contre, l'impact psychologique de ces grands travaux, il est immédiat. On avait rencontré Adef, notamment, ça fait 50 ans qu'il vit à Clichy. Et lui, il disait, il était presque au bord des larmes quand il visitait le chantier du Grand Médicis, qui est un environnement multiculturel qui va pousser. Et il disait, mais je suis tellement fier d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que vous avez. Et donc ça, c'est hyper important. Maintenant, il faut savoir comment cet investissement il est pensé, comment ces politiques publiques elles sont pensées. Et effectivement, le temps médiatique n'est pas le temps politique et n'est pas le temps citoyen. Vous avez raison, ça prend du temps avant de voir les effets. Moi, je veux juste rappeler des chiffres qui sont très importants. 40% de la population clichéoise vit sous le seuil de pauvreté. Ça monte jusqu'à quasiment 50% dans certains quartiers. Et on a 7% de chômage au niveau national. C'est plus de 20% à Clichy et bien plus quand on prend les moins de 20 ans. Ça se résorbera pas du jour au lendemain. Est-ce que ça veut dire, Richard, que les politiques s'intéressent aux banlieues que quand ça déborde finalement, que quand il y a des violences, si je caricature un peu? C'est un véritable argument parce que c'est cassé. On a souvent l'impression, moi je l'ai même écrit, je me souviens dans un éditorial qu'en France, il faut casser pour exister. Il faut casser pour peser dans la balance politique. Mais ce n'est pas seulement l'apanage des jeunes. C'est une méthode que les agriculteurs, par exemple, ont souvent utilisée également. Et c'est vrai que c'est très dommage, mais c'est une manière d'exister. Après, dans le cas qui nous occupe récemment, celui d'Emmanuel Macron, il y a quand même eu ce moment désastreux où il a quasiment négligé le plan Borloo. On a beaucoup parlé de Jean-Louis Borloo ces derniers temps parce qu'on supposait qu'il serait peut-être nommé Premier ministre. Mais quand il avait rendu son plan banlieue, qui était très ambitieux, qui allait loin, Emmanuel Macron avait fait comprendre que ce n'était pas le sujet. Donc quelquefois, il y a aussi, et j'imagine que ça a été confirmé, j'allais presque dire l'attitude corporelle des dirigeants. Il n'y a pas seulement les mots. Quelquefois, la manière dont les dirigeants se comportent, elle est perçue comme simplement de l'indifférence et de l'indifférence coupable, voire du mépris. Une des jeunes qu'on a rencontrées dans le reportage, qui est à l'Étincelle Média, donc c'est pareil, c'est comme le Bondi Blog, c'est vraiment, on parle aux banlieues, depuis les banlieues, puis après on finit par élargir, ils essaient de ne pas rester en ce carcan-là. Elle disait, mais moi, quand j'entends Emmanuel Macron me dire il faut traverser la rue pour trouver un travail, j'ai envie de lui dire que c'est faux. Et elle parlait de comment elle déposait tous ses CV, elle a un bon dossier, etc. Elle n'arrive pas à trouver du travail et c'est pas manque de volonté. Donc il y a quand même cette posture-là aussi. Et dans le cas de l'actuel président, puisque c'est lui qui est aux manettes depuis 2017, moi je me souviens, il y avait quand même des symboles du côté d'Emmanuel Macron. Il avait lancé sa campagne à Bobigny. J'étais là le jour où il avait lancé sa campagne présidentielle à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Et à l'époque, dans les banlieues, son mouvement En Marche était assez populaire parce qu'il incarnait la possibilité de réussite. Et il y avait toute une... Il faisait du porte-à-porte avec la grande marche. Il y avait toute une classe moyenne, on va dire, de ces banlieues qui voulaient y croire. Alors autant vous dire qu'avec la désillusion qui aujourd'hui est une désillusion française assez généralisée, je pense, j'y suis pas allé récemment, mais que dans ces quartiers, c'est peut-être encore pire. On va passer à notre deuxième sujet, si vous le voulez bien, la tournée asiatique de Donald Trump après la Malaisie. Il est au Japon pour 2 jours.
Deuxième étape qui le mènera ensuite jeudi en Corée du Sud, où il devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping. Mélina, il est venu une fois de plus renforcer son image d'homme des deals en Asie. Oui, c'est ça. On le dit souvent sur ce plateau. Richard m'a entendu le dire plusieurs fois. Des deals, c'est son obsession. Que ce soit des deals économiques, d'ordre géopolitique. Enfin, c'est toujours l'obsession aussi de montrer quelque chose de la part de Donald Trump. Déjà, il y a eu dès hier, son arrivée en Malaisie, la sécurisation de l'accès des États-Unis aux terres rares. Là, il y a des discussions préliminaires. On aura l'occasion d'en discuter. On voit que Pékin pourrait éventuellement, je mets tout ça au conditionnel, bien sûr, reporter ces restrictions sur les terres rares et acheter du soja, parce qu'en échange, Donald Trump dit « Ah bah tiens, je pourrais renoncer à imposer mes 100% de surtaxe sur les produits chinois ». Donc on verra ce qu'il en est dans quelques jours. Au niveau géopolitique, Donald Trump, il est arrivé hier à Kuala Lumpur en Malaisie, comme je le disais, mais il avait aussi annoncé sur Truth Social avant d'arriver qu'il assisterait, et ça a été le cas, à la signature d'un accord historique, je cite, tout est historique de toute façon avec Donald Trump, de cesser le feu entre le Cambodge et la Thaïlande. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisque ces deux pays avaient conclu cet accord fin juillet sous un peu l'impulsion de Donald Trump, mais Donald Trump qui confond comme toujours souvent accord de paix et cesser le feu. Enfin voilà, on est toujours sur c'est mon 8e, 9e, 10e accord de paix et voilà. Et j'aurais dû avoir le prix Nobel. Inventé. Richard, ici, il est alors pour l'instant, il est au Japon. Il rencontre demain la première ministre japonaise. Pour le Japon, c'est à la fois militaire et économique finalement, parce que tous les enjeux sont là, plus militaire, plus économique, c'est un peu des deux. Le Japon est dans la main des États-Unis. C'est pas nouveau. Ça remonte évidemment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais en ce moment, peut-être plus qu'avant, vous savez, il y a une période flamboyante, il faut le dire, qui a beaucoup marqué Donald Trump. C'est les années 80. Dans les années 80, le Japon était vu comme la puissance conquérante qui partait à l'assaut des États-Unis. À l'époque, Sony avait racheté les studios d'Hollywood, etc., etc. Et en 1987, il y a une pleine page dans le New York Times, qui est une lettre écrite par Donald Trump, qui à l'époque déjà dit exactement ce qu'il fait maintenant. Il faut augmenter les tarifs, il faut fermer les frontières, etc., etc. La difficulté pour le Japon aujourd'hui, c'est que le Japon a en face de lui une Chine énorme à tout point de vue, que lui, le Japon, a une démographie vieillissante, et même si la machine industrielle japonaise reste une machine industrielle très performante à tout point de vue, eh bien, il y a la concurrence de la Corée du Sud. Dans le domaine des microprocesseurs, ça se passe à Taïwan. Autrement dit, le Japon doit impérativement être là où les États-Unis l'attendent. Or, sur quoi Donald Trump l'attend? Il l'attend sur deux choses. Comme les autres, il veut que les Japonais ouvrent leur marché pour les produits américains. Là, c'est le refrain habituel. Et deuxièmement, il veut que les Japonais augmentent leurs moyens de défense, même si leur constitution leur interdit de participer à la guerre. Pour l'instant, le Japon accepte de passer à 2% du PIB. Donald Trump, il veut 3%. Au fond, vous enlevez le mot Japon, vous le remplacez par Europe. C'est le même discours, les mêmes objectifs. Taisez-vous, dites-moi merci et payez. C'est ce qu'il va dire demain à la première ministre, la toute nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, avec laquelle il s'est entretenu par téléphone pour l'instant. Et dont il donne une plutôt bonne image, finalement. Oui, alors il y a quelque chose qui, vous allez me dire, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Il a 48 heures, enfin ils ont 48 heures au Japon pour séduire, donc il faut aller vite. Et on a appris dans le quotidien Nikkei que vous devez connaître, qu'il y a une espèce de village Potemkin qui s'est créé, en fait, mais de manière extrêmement rapide ces derniers jours, puisque le gouvernement aurait décidé de placer dans une rue qui est à portée de vue des fenêtres de la résidence tokyoïte de notre ami Donald Trump, des gros pick-up Ford F-150 qui ont été commandés dans l'urgence par l'État nippon. Alors ça paraît rigolo, mais pourquoi? Parce qu'en fait, le président états-unien, souvenez-vous, depuis des mois, il se plaint de quoi? Du protectionnisme, donc c'est pour rebondir avec ce que vous disiez, protectionnisme japonais, et puis surtout, il dit, ouais, il n'y a pas assez de voitures américaines dans les rues de Tokyo, sauf qu'il faut rappeler quelque chose, c'est que le marché nippon, il veut des véhicules petits pour des ruelles petites, et que finalement, c'était Ford qui s'était retiré il y a 10 ans du marché japonais, mais de sa propre initiative, parce qu'il ne retrouvait pas son marché. Alors ça, c'était pour la petite anecdote, mais qui quand même en dit long sur on veut faire plaisir à Trump, on a 48 heures, il faut y aller vite. Et si vraiment on veut rentrer dans le détail, on rentrera sûrement avec vous dans le détail de la personnalité de Sanae Takaichi, mais Donald Trump,
il n'aime les femmes, pardon, mais que quand il peut soit les attraper par les parties intimes, soit quand elles sont ultra-nationalistes et ou ultra-libérales. Donc finalement, c'est pareil, vous parliez de l'Europe tout à l'heure. Quelle est la seule femme qu'il respecte à minima en Europe? Giorgia Meloni. Chef du Conseil italien. Un mot sur ce que disait Mélina, sur ce caractère de Sanae Takeshi. Vous avez été correspondant au Japon, c'est une nationaliste pure et dure. Finalement, on l'appelle la dame de fer. Elle est dans la ligne droite de Shinzo Abe. Tout à fait. Voire plus. C'est une disciple de Shinzo Abe, le Premier ministre qui avait été assassiné, nationaliste, qui est l'un des rares dirigeants avec lequel Donald Trump s'entendait bien, voire que Donald Trump respecté. Shinzo Abe avait réussi à un peu établir une sorte de rapport de force, mais en sa faveur, avec Donald Trump. Et il en était devenu un peu le mentor sur la politique asiatique. Donc je crois que ça va bénéficier à cette femme première ministre japonaise. Mais l'autre élément qui, de toute manière, pour le Japon, encore une fois, est là et ne va pas changer, c'est que le pays est vieillissant. Il faut quand même le rappeler. Le Japon a une démographie qui le condamne à être de plus en plus marginalisé. Et puis, les Américains y ont une présence militaire permanente, tout comme en Corée du Sud. Et bien évidemment, il n'y a rien que le Japon puisse faire sans recevoir l'aval des Américains. Donc on est un peu dans cette situation. Ce que veut Donald Trump, c'est qu'il veut s'assurer de cette base arrière qui est Japon, Corée du Sud. Il ne donne aucune garantie à Taïwan. Il soutient les Philippines, notamment en mer de Chine, qui font face aux revendications chinoises. Autrement dit, il a sa stratégie d'encerclement petit à petit de la Chine, qui peut fonctionner en Asie du Sud-Est. Il essaye aussi d'avancer ses pions. Au fond, on dit toujours que Donald Trump est incohérent, mais sur cette partie du monde, il est plutôt cohérent. Et on en restera là pour ce soir. Merci beaucoup, Mélina Huette. Merci également, Richard Verly. Je rappelle le titre de votre livre qui sort ce mercredi, c'est bien ça? Absolument. Cette Amérique qui nous déteste, aux éditions Nevi Kata. Merci à tous les deux. On va plus loin à retrouver sur france24.com. L'essentiel continue avec la victoire haut la main d'Alassane Ouattara à la présidentielle ivoirienne. C'est dans un instant. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.